Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme qui a su se frayer un chemin dans le monde du tennis à l'échelle internationale. Elle a deux passions, le tennis et son pays, la Tunisie, qu'elle représente fièrement dans les compétitions. Très tôt, elle se destine à la carrière de joueuse professionnelle et confirme son potentiel en se qualifiant pour la finale de Roland-Garros Junior en 2011, puis en remportant le titre l'année suivante. Débarquée dans le monde professionnel, on la remarque par son jeu atypique, fait de toucher et d'intelligence tactique. Elle est la première Tunisienne à passer le cap du top 40 en WTA. En 2020, son début d'année a confirmé son évolution. Elle a atteint le quart de finale de l'Open d'Australie. J'ai le plaisir de pouvoir parler de son parcours et de son évolution mentale avec Ons Jabeur. Alors dans cette première partie, on va parler de ton parcours. Et pour commencer, j'ai vu que tu avais démarré le tennis très jeune, à 3 ans. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le tennis. En fait, ma mère, elle voulait jouer au tennis un peu tard, donc elle m'amenait avec elle au club et je partais avec elle. Je faisais un peu de la natation en même temps, mais je trouvais que le tennis était plus fun. Il y avait une balle, il y avait une raquette, donc il y avait plus de trucs à faire. Et du coup, j'ai commencé à jouer au tennis, à faire les petits tournois en Tunisie. Puis je suis allée à l'âge de 10 ans en France. J'ai commencé à faire les tournois en France internationaux. Quand j'ai décidé de faire le tennis un peu à plein temps, c'était à l'âge de 13 ans quand j'ai décidé d'aller au lycée sportif pour faire sport-études. Et c'est là où vraiment je me suis beaucoup plus consacrée pour le tennis, pour faire plus de tournois. Ça m'a aidé parce que en fait, je pouvais faire des rattrapages pour mes études et tout. Ça m'a aidé à un peu faire le lien entre le tennis et mes études. Donc là, quand tu as 8-9 ans, est-ce que c'est clair pour toi que tu vas faire une carrière de joueuse de tennis ? C'était plutôt, en fait, l'âge de 10, 11, quand j'ai commencé à faire les tournois internationaux, parce qu'à l'âge de 8 ans ou 9 ans, j'étais toujours en Tunisie. C'était un peu les tournois nationaux, donc c'était pas, je comprenais pas trop à l'époque. Mais sinon, quand je faisais les tournois internationaux, je voyais d'autres joueuses et tout. C'est là où ça commençait un peu vraiment, je commençais à avoir des rêves. Enfin, depuis que j'étais petite, je voulais gagner Roland-Garros. Je sais pas pourquoi Roland-Garros. Ça me donne plus de motivation de jouer. Et je sais que je vais atteindre un but. Il y a un but dans ma tête que je veux atteindre. Donc, forcément, il y a plus de motivation. Et j'ai un but dans ma tête que je veux atteindre, quoi. Et toi, est-ce que à ce moment-là, ou peut-être un peu plus tard, tu as la conviction que tu vas y arriver ? Oui, mais je sais pas comment, mais en fait, je suis une personne, quand je mets un truc dans ma tête, je sais que je peux y arriver. Et bien sûr, on va revenir sur ce sujet, mais pendant ma carrière, bien sûr, il y a des moments de doute, il y a des moments où vraiment c'est pas que je lâche mon rêve, mais en fait, je doute, est-ce que vraiment je peux y arriver ou pas? Mais il y a toujours une petite voix là dedans qui te dit non, non, ça va, c'est juste des petits moments de difficulté. Et c'est un peu obligé de passer par ces moments-là. Et je savais que je pouvais toujours y arriver et réaliser mon rêve. Ouais, donc c'est cette conviction quand même qui t'aide à tenir tout au long de ta carrière. Bien sûr. Ouais. Je pense si j'avais pas un but ou un rêve pour y arriver, ça peut être aussi facile que ça. Mais bon, c'est en fait de penser de cette façon, d'être convaincu, ça aide toujours à réaliser son rêve. Et est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, tu avais cet état d'esprit de compétition ? Ah oui, surtout avec mes frères et ma sœur. Donc, partout, en fait, même si je joue sur un terrain de tennis ou football avec mes frères, je veux toujours être la gagnante. J'aime pas perdre, j'aime pas lâcher. Mais en fait, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Mais quand on est jeune, on sait pas perdre à un certain moment. On commence à crier et tout, mais je voulais toujours gagner. Par exemple, je lâche pas un jeu si je j'apprends pas comment je joue à ce jeu-là, parce que je veux toujours gagner, en fait. D'accord, et tu dis que de temps en temps, le fait de toujours vouloir gagner, ça a été
peut-être un problème parce que tu n'acceptes pas de perdre. Ouais, en fait, c'est difficile d'accepter de perdre, mais j'ai appris après, quand j'ai grandi un peu. Enfin, en fait, même les défaites, c'est des leçons pour moi, pour apprendre pour la prochaine fois. Bien sûr, à 8, 7 ans, c'est pas la même chose que 13, 14 ans, c'est pas la même chose qu'en junior, c'est pas la même chose que maintenant. C'est vraiment, ça change, mais c'est des étapes nécessaires. Parmi les étapes, il y a celle de junior où tu commences à aller en finale d'un grand chelem à Roland-Garros junior. Et l'année d'après, tu le gagnes. Pendant ces étapes-là de junior, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu apprends? En fait, les juniors, je trouve que c'était une longue période pour moi. J'ai joué vraiment de l'âge de 13 jusqu'à 16 ou 17. J'ai commencé par les petits tournois comme tout le monde. C'était une année où j'ai bien joué. J'ai fait finale Roland, j'ai fait quart Wimbledon, demi du US Open, quart dans les Jeux Olympiques. Mais en fait, comme ça tombe toujours avec Roland Garros, j'ai toujours un truc pour Roland. Quand j'ai perdu en finale, j'acceptais pas le fait que j'avais perdu contre cette joueuse, sachant qu'il y a une semaine, j'avais gagné contre elle. Donc voilà, ça restait dans ma tête. Bon, je savais pas que j'allais me blesser en fin d'année, que j'étais obligée de faire une opération en 2010. Donc du coup, je suis restée 5 mois en dehors de. En fait, j'ai pas tapé une balle. J'étais tennistiquement pas prête pour jouer, physiquement non plus. Mais mentalement, j'étais là. J'étais là parce que j'avais un objectif dans ma tête de. Je voulais toujours gagner Roland Garros. Et voilà, je débarque à Roland. J'avais joué que, je pense, 2 tournois avant. Même quand j'ai demandé à mon préparateur physique si j'étais prête, il m'a dit non. Et du coup, donc je jouais match par match. Et là, quand j'ai gagné le Roland en 2011, je pense que j'étais satisfaite. J'étais vraiment ok et j'ai dit bon, fini les juniors, j'ai envie de jouer les juniors. Et du coup là, j'ai commencé petit à petit à jouer, en fait, à faire la transition des juniors professionnels. Comment tu as vécu cette transition entre le monde junior et le monde pro? Je pense c'est la pire chose que c'est jamais arrivé dans ma carrière. Parce qu'en fait, quand on gagne, on joue bien en junior, on s'attend que ça sera la folie avec les pros, mais finalement non. Le classement était quoi dans les 300, 200. Je suis restée quand même là-bas longtemps. J'arrivais pas à gagner beaucoup de matchs, j'arrivais pas à rentrer dans le top 100. C'était un peu mon objectif. Pour moi, c'était complètement différent, hein, le circuit des professionnels. Il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup d'expérience et ça joue beaucoup sur l'expérience. Donc, c'est pas le toucher, c'est pas la main. Tu joues une bonne joueuse qui rend toutes les balles dans le terrain. C'était un peu chiant de gagner. Donc, à un certain moment, j'ai galéré. J'ai vraiment commencé à apprendre à être plus patiente. Bon, après, c'est venu, mais après beaucoup de mauvais choix, de difficultés à trouver aussi les bons coachs. À un certain moment, j'ai galéré avec ça parce que j'ai pas trouvé le coach qui pouvait m'aider à améliorer mon jeu, à vouloir changer mon jeu et ça m'a dérangé trop parce que moi, je voulais toujours faire des amortis et changer le rythme et tout. C'était un peu différent pour les joueuses, surtout pour les filles, quoi. Donc toi, tu avais envie de jouer à ta manière. Exactement, mais en fait, on peut me corriger, me dire que on peut pas faire une amortie à ce moment-là, mais pas ne pas faire d'amortie du tout, quoi. Et moi, en fait, même mon caractère, certains coachs voulaient changer un peu mon caractère. Je suis le genre de joueuse, par exemple, j'ai appris ça à moi-même que en rigolant, en faisant des blagues avec d'autres joueuses, ça m'aide à me relaxer avant le match, parce que effectivement, je stresse avant le match, mais en fait, je veux pas être aussi sérieuse que ça. En fait, en rigolant et tout, en parlant avec d'autres joueuses, avec le coach et tout, ça m'aide à me relâcher un peu, évacuer un peu le stress que j'ai. Et du coup, à un certain moment, un coach me dit non, il faut être sérieux avant le match, concentré. Et en fait, c'est pas que je perdais mon concentration, mais en fait, je m'aidais à rentrer dans le match, quoi. C'était un peu ça pour moi. Ouais, donc il fallait que ça soit un coach qui arrive à te comprendre. Exactement, ouais. Donc ça a mis du temps aussi à trouver pour toi. Ouais, ça a mis du temps. Bah, en plus, oui, aussi, je faisais des erreurs moi-même aussi. C'était un peu délicat. J'ai un caractère peut-être un peu difficile à comprendre des fois, mais je pense pas que je suis la pire joueuse sur le circuit. il y en a plus dur. J'ai commencé, disons, à suivre
plus mon intuition. Très, très bon ami à moi, on travaille ensemble. Il m'a vraiment aidé sur ce coup-là, de vraiment croire à mon intuition. Il me disait que j'ai un bon intuition, il faut suivre plus. Et donc, j'ai commencé à dire non, finalement, à des choses que j'aime pas. Et c'est là où tous les bons résultats commencent à venir. Mais il y avait toujours du travail à faire. J'ai commencé beaucoup à travailler sur mon intention, changer beaucoup ce qu'il faut faire. En fait, si j'ai l'intention de bien jouer et d'appliquer ce qu'il faut faire, ce jeu-là, tout peut suivre. Donc voilà, j'ai commencé à suivre ces étapes. Je suis un peu rentrée dans le monde spirituel aussi. J'apprends beaucoup sur les chakras et ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, je pense que ça m'a trop aidé. J'ai commencé à faire plus de méditation, des moments pour moi-même. Ça m'aidait à trouver le calme en moi, et d'écouter la petite voix à l'intérieur pour voir ce que vraiment j'ai besoin. Et parce qu'à un certain moment, j'ai le jeu. Je peux vraiment gagner contre beaucoup de joueuses dans les top 10, mais que comme mon classement est dans les 150, 200, pourquoi j'arrive pas vraiment à toujours pas rentrer dans les top 100? Bon, finalement, je suis rentrée dans le top 100, mais j'avais pas vraiment le niveau de rentrer, quoi. J'étais là et je suis sortie, je pense, même après, et je suis re-rentrée après parce que là, j'ai trouvé le bon coach qui m'a aidé vraiment à m'écouter. Il m'écoutait bien. En fait, tout venait de moi. Je commençais à écouter moi-même et appliquer beaucoup de choses. Et c'est là que je commence à grandir plus, à évoluer. Je sens que je suis plus même consciente de ce que je suis en train de faire plus que 2 ans ou un an en arrière. Justement, tu parlais de ton jeu un peu atypique, du fait que tu as envie de t'écouter là-dessus. On peut dire que tu as une bonne main, tu as du talent. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été un fardeau pour toi d'avoir ce talent ou ça a été dur à accepter ou c'était toujours positif? En fait, ce qui me dérangeait le plus, c'est que coach, un peu les joueurs et tout, ils disent comment avec ce style de jeu, elle peut faire tout, elle est là, elle est talentueuse. En fait, c'était plus dur qu'on peut le voir. Enfin, de derrière, ok, j'ai du talent, j'ai du toucher et tout, mais à un certain moment, j'ai tellement de choix, je peux faire un peu tout que c'était un peu difficile de choisir le bon coup à jouer. Contrairement à une fille qui frappe tout à plat, en fait, elle a une chose dans la tête, c'est de frapper à plat. Franchement, je te cache pas, j'ai commencé à moins écouter ces gens-là, et à m'écouter moi-même, à surtout moins juger moi-même parce que je me juge trop et c'est à cause de ces gens-là et c'est à cause de ce que j'ai vécu avant, mon expérience. En fait, finalement, je dis non, hein, c'est bon, t'es bien, tu joues bien, il faut juste corriger certains trucs. En fait, même la période de transition de junior à pro, j'ai commencé à dire, t'aurais dû faire ça, mais en fait, finalement, j'ai compris que je pouvais pas changer grand-chose. Et donc, j'ai commencé à travailler sur moi-même plus que d'autres choses. Ouais, parce que tu évoquais justement dans les interviews qu'il y a des gens qui croyaient pas en toi, même qui se moquaient de tes ambitions. Toi, comment tu faisais comment t'as fait pour écarter ces trucs-là et te centrer un peu plus sur toi? En Tunisie, il n'y a pas beaucoup de sportives aussi, donc on met la lumière facilement peut-être plus sur toi. Comment tu gères tout ça? Ouais, avant, j'écoutais plus ce genre de gens-là, mais finalement, j'ai compris que on peut pas satisfaire à tout le monde, ce qui est sûr. De toute façon, c'était un rêve qui a commencé depuis que j'étais petite. C'est un truc que je voulais y arriver depuis longtemps. Et j'ai mes raisons personnelles. Ces gens-là, je les connus quoi, au milieu de la carrière. Ils connaissent rien, mais en fait, ça rentre aussi dans le jugement. Ils te jugent sans connaître ta vie. Mais en fait, j'ai cessé de prouver ce que je vaux à des gens qui ont rien à faire dans ma vie, quoi. Et plus concentré sur moi, sur ma carrière et sur l'évolution de moi-même, parce que je sais que je pouvais être une meilleure joueuse, une meilleure personne. C'était important pour moi dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Donc le fait d'être là et d'évoluer dans certaines choses, ça peut m'aider dans les deux. Par rapport à ça, dans ton parcours aussi, tu disais que c'était compliqué à un moment donné financièrement. Oui. Comment tu réussis tu vois, est-ce que à un moment donné, tu te dis, je suis obligée d'arrêter? Comment tu arrives à continuer, tu vois, avec des conditions quand même financières compliquées? Ouais, on peut pas nier que l'argent est très nécessaire dans un sport comme ça et ça coûte très cher. Franchement, grâce à ma famille,
ma fédération. J'ai pu vraiment surmonter quelques moments difficiles, mais le plus important, c'était le détachement de moi avec l'argent ou ma carrière avec l'argent. Et j'ai cessé de mettre beaucoup de stress sur moi à cause de l'argent. Je sais que ok, on peut y arriver en gagnant beaucoup d'argent et tout, mais j'ai pris étape par étape. J'ai galéré comme beaucoup de joueurs. Je pense pas que j'étais la pire joueuse parce que il y aura toujours pire que moi. Mais vraiment, le truc, c'est que j'ai pas lâché et cette conviction, elle m'a aidé à être là, présente pour finalement réaliser mon rêve, quoi. C'était l'objectif final pour moi. Et du coup, cette année, 2020, à l'Open d'Australie, bah, Ouais. tu as réussi à aller jusqu'en quart et tu as dit que tu avais réalisé qu'il fallait faire beaucoup plus pour aller beaucoup plus haut. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est de faire beaucoup plus? Ouais, en fait, fin 2019, c'était une belle saison. J'ai atteint mon meilleur classement, mais les résultats, c'était pas ça parce que en fait, j'ai pas mis beaucoup d'objectifs. Il y avait moins de motivation à un certain moment. Mais donc voilà, quand j'ai fini mon dernier tournoi à Moscou, je disais à mon team, bon voilà, moi j'en ai marre de perdre au premier, deuxième tour. J'en ai marre de gagner de temps en temps contre des top 10 et rien faire de retour. Donc là, j'ai envie d'atteindre les top 20. Pourquoi les top 20? Je sais pas, je voulais mettre cet objectif dans ma tête. Donc je dis, je vais faire ça si, côté entraînement, préparation, on va aller là, on va faire sur le plan physique et tout. Donc voilà, on bossait dur. Je sentais qu'il y avait plus de motivation. Peut-être parce que j'avais un objectif à atteindre. Donc voilà, on commence la saison, ça commence pas très bien, j'avoue. Et après, moi, j'ai senti un peu, Hans, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as mis beaucoup de pression sur toi-même? Après, je dis, c'est pas grave. Je vais aller au Bart, je joue quelques matchs, donc je commence à vraiment rentrer dans le circuit et tout. Et voilà, je commence après l'Australie Open. Je sens que j'étais mieux, je bouge mieux. Déjà plus consciente de ce que je suis en train de faire en Australie, même dans les coups et tout, dans tout ce qui est tactique, tout ce qui est les erreurs que je suis en train de faire, j'étais plus consciente qu'avant. Donc voilà, j'ai commencé match par match. Mais en fait, il y a toujours cette conviction-là où je croyais que je pouvais faire un beau parcours. Après, franchement, je m'attendais pas à faire un beau parcours dès le début de la saison. Ouais, donc Australie, c'était incroyable. J'ai franchement bien joué, mais il y avait toujours un truc non, c'est pas suffisant, il faut gagner plus. Or qu'avant, il y avait bien sûr, ouais, c'est suffisant, c'est pas grave si tu perds le prochain match, mais là, cette année, c'était différent. Non, il faut gagner plus, c'est pas encore assez et tout. Après, je confirme derrière avec Dubaï et Doha parce que c'était des gros tournois qui étaient pas faciles, mais beaucoup de bonnes joueuses. Mais bon, après, j'étais prête de continuer, mais c'est juste la Corona, elle nous a Est-ce que tu penses que bah, dans cet Open d'Australie, ou peut-être avant finalement, ton état d'esprit a changé et que tu t'es enfin vu vraiment battre des filles du top 20 alors que des fois on a l'ambition, mais tu vois, on se projette pas forcément. Ouais, en fait, je croyais plus, je savais exactement quoi faire, je savais que les autres joueuses, elles aiment pas trop me jouer parce que c'est un peu chiant de faire des amortis, des slices tout le temps. Je prenais ça comme un avantage pour moi. Moi, je pense que ça dépendait pas d'elle, mais ça dépendait plus de moi. Franchement, travailler trop sur moi et je continue à travailler, c'est pas encore fini. Et je pense que ça m'a trop aidé à comprendre plus mon style de jeu, à comprendre plus les choix que je peux faire pendant un match et à gérer aussi mes émotions comme le stress, comme gérer quelques aussi points difficiles pendant le match. J'ai commencé à prendre plus d'expérience et à me comprendre moi-même, quoi. Et est-ce que peut-être aujourd'hui, comme tu disais, tu as une palette de jeu assez grande et le fait que ton caractère, etc., le fait que tout ça, tu l'acceptes et tu te dises, bah, moi, je suis comme ça, est-ce que c'est ce qui participe à ta réussite, tu penses? Ouais, bien sûr, le fait aussi d'accepter que je suis comme ça, que je joue comme ça, que j'ai un caractère assez fort, c'est vraiment un truc qui m'a aidé à me comprendre plus,
à vraiment pouvoir faire plus de choses sur un terrain de tennis. Maintenant, je sens que c'est plus clair dans ma tête ce que j'ai envie de faire pendant un match. En fait, je peux être plus intelligente que d'autres joueuses à utiliser les techniques que je peux utiliser pendant un match et je pense que ça m'a trop aidé à vraiment gagner contre des top joueuses comme Pliskova ou Wozniacki ou d'autres. Je vois la différence en moi et je pense que ce n'est que le début. Quelle a été l'importance de ton entourage dans ta carrière? C'est très important pour aussi mon équilibre parce que j'avais toujours ma famille avec moi, mon mari qui est derrière depuis un moment et qui est dans l'équipe depuis un moment. C'est très important de savoir qu'il y a des gens qui sont là malgré les défaites. Ils étaient vraiment patients. À un certain moment, ils m'ont aidé financièrement. C'était un gros pari aussi parce qu'ils ne savaient pas si j'allais y arriver ou pas. Ici, le risque qu'ils ont pris. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ma famille derrière moi. Je trouve que c'est un privilège et qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses qui ont ça et très contente qu'ils sont là, quoi. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois, quand tu joues les filles qui sont top 20, top 10, est-ce que tu vois une différence sur le plan mental? Ouais, il y a une grosse différence entre une joueuse qui est top 10 ou qui est top 20 ou même top 100. On voit que les top 100, ils sont, disons, un peu fragiles que les autres joueuses. Les top 10, elles savent quoi faire, qu'elle est prête si elle veut mettre un coup dans cet angle-là, elle le met. Et les joueuses qui sont là, qui même si elles jouent pas bien, elles peuvent vraiment trouver un moyen de bien jouer. Je pense que c'est un peu plus difficile pour les autres joueuses. On voit Serena, on voit d'autres joueurs, Federer, Nadal et tout, même si c'est une mauvaise journée, ils savent toujours comment garder un bon rythme. Moi, je trouve que je vois la différence, mais je vois plus la différence quand je joue contre ce genre de joueuses. Et est-ce que toi, justement, il y a un joueur ou une joueuse qui t'inspire sur la gestion des matchs? J'aimais beaucoup Roddick avant. Ouais, j'aime bien comment il joue. J'aime bien. C'est un guerrier sur le terrain et j'aime bien ce genre de joueur qui lâche rien et qui est toujours là présent à bien jouer. Pour moi, il m'inspire ce genre de joueuse. J'aime bien Kvitova sur le circuit. C'est une joueuse qui lâche rien aussi. Je l'ai vu, elle a enchaîné beaucoup de matchs à un certain moment l'année dernière, je pense, entre Brisbane et l'Australia Open, et elle est toujours là, présente à gagner chaque point, à se battre sur chaque point. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.